Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour, bienvenue, bonne journée. C'est la matinale de Public Sénat et de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale. Aujourd'hui, notre invité, c'est Frédéric Lefebvre. Bonjour Frédéric Lefebvre, vous êtes député Bonjour. Les Républicains des Français de l'étranger et vous êtes candidat à la primaire de la droite et du centre. Ça tombe bien, il y a une grosse actualité sur ce sujet ce matin. Vous serez interviewé aujourd'hui à mes côtés par Véronique Jacquier. Bonjour Véronique. Bonjour. Et par Mickaël Zamès de Public Sénat. Bonjour. Bonjour Mickaël, à tous. Véronique Jacquier qui est de Sud Radio, elle. Frédéric Lefebvre, dans votre famille politique, ça bouge. Le week-end en a été la démonstration. Jean-François Copé sera candidat à la primaire. Jean-Pierre Raffarin s'est prononcé officiellement pour Alain Juppé. Vous étiez le seul, vous, des candidats déclarés à être présents au discours de Nicolas Sarkozy hier en clôture de la Convention nationale des Républicains. Comment vous expliquez cet isolement de Nicolas Sarkozy ? J'étais le seul parce que j'y étais par devoir républicain, justement. Moi, j'appartiens à une famille politique. Et donc, j'y étais pas le samedi, puisque le samedi, j'étais sur le terrain. J'étais avec des agriculteurs, avec des artisans, avec des chefs, des cuisiniers, avec des Français. Mais c'était important pour moi de passer à un moment à ce Conseil national. Mais le discours de Nicolas Sarkozy lui-même, qui définissait un projet collectif, pourquoi vous étiez assis là au premier rang et le seul ? Alors, j'étais pas assis au premier rang, pour vous dire toute la vérité. J'étais avec beaucoup de militants et beaucoup d'adhérents. Et j'ai beaucoup discuté avec eux. Vous savez, je pense qu'aujourd'hui, il y a une vraie crise de l'identité politique. D'ailleurs, j'ai inscrit ma candidature dans l'idée d'une nouvelle identité politique. On va y venir avec Mickaël Zamès. Mais cette crise, je l'ai vécue. Enfin, ici, vous savez, vous suivez la vie des formations politiques depuis bien longtemps. Et c'était un peu triste, il faut quand même dire la vérité. Triste spectacle ? Enfin, après, vous essayez d'y mettre une puissance de mots que je ne veux pas mettre, mais c'était un peu triste pour moi. Mais quand vous dites... Non, c'est pas triste le spectacle, c'est triste parce que ça fait de la peine de voir une vie politique qui aujourd'hui ne suscite plus l'adhésion des Français. Moi, je le vois tous les jours. Ce constat, vous le faites pour Nicolas Sarkozy, vous l'avez fait hier lors de la Convention nationale. Mais je le fais... alors, je veux vous dire quelque chose, c'est important, y compris d'ailleurs pour la suite de l'émission, mais moi, jamais vous ne m'entendrez dire du mal des uns ou des autres. Moi, je ne suis pas candidat contre qui que ce soit. Je suis candidat pour le pays, pour les Français. Donc, ça dépasse Nicolas Sarkozy. C'est aujourd'hui une crise forte parce que, c'est mon analyse, je pense que le vieux logiciel droite-gauche est usé jusqu'à la corde. Et qu'aujourd'hui, et on l'a vu ce week-end, mais on le voit dans les formations politiques de gauche, tout le monde essaye de créer des barrières artificielles pour essayer justement de faire vivre ce logiciel un peu le plus loin possible. J'ai l'impression de voir, vous savez, les taxis qui se battent pour essayer, voyant arriver les VTC, Uber et ce nouvel élan, vous voulez changer le logiciel de la politique. Et rester sur leur... voilà. Et je pense qu'il faut le changer, ce logiciel. Mais il n'a plus de sens quand vous êtes sur le terrain. Moi, quand je suis avec les Français, ils me disent tous au contraire. Qu'ils n'en peuvent plus des partis politiques qui se battent pour eux-mêmes. D'accord, mais une politique, ça s'incarne. Vous êtes donc l'un des 7 candidats déclarés à la primaire et il y en aura d'autres. De la droite, oui. Pour vous, c'est une bonne nouvelle qu'il y ait autant de candidats ? Alors d'abord, vous savez, c'est peut-être ma culture aussi, puisque vous l'avez rappelé, moi je suis le député des Français qui vivent aux États-Unis, au Canada. Les primaires, je les connais, je les suis depuis bien longtemps. Et dans la course des primaires, il y a toujours beaucoup de candidats au départ. Et il y a parfois, et il y en a très peu à la fin. Ah oui. Mais ce qui est intéressant, c'est que il y a parfois ceux qui commencent à 0,5% ou 1% aux États-Unis, on les retrouve au contraire pesant fortement et parfois, regardez, en ce moment Sanders par rapport à Hillary Clinton, il a commencé à 0,5, regardez aujourd'hui dans le New Hampshire, Qu'est-ce qui vous fait dire aujourd'hui que ceux qui sont sur la ligne de départ ne seront pas à l'arrivée ? Et qui, par exemple ? Non, mais je ne rentrerai pas. Je sais que vous ne voulez pas faire des histoires de personnes. Un propos introductif qui J'ai bien compris, mais moi je vous pose des questions quand même. Mais en revanche, votre question, elle est... En revanche, votre question, elle est importante parce que je pense que exactement comme ce que nous sommes en train de vivre aux États-Unis dans la primaire, à la fois dans le camp démocrate et dans le camp républicain, il y a cette exaspération du peuple américain qui monte. Je pense qu'en France, c'est exactement la même chose. Je pense qu'en France,
les Français aujourd'hui, je parle des Français du quotidien, la France du quotidien, ils n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus des postures. Regardez, moi, ce ne sont pas que des mots, vous le savez bien, vous m'avez invité d'ailleurs sur votre plateau il y a de nombreux mois, parce que j'étais le seul député à voter le pacte de responsabilité que présentait le gouvernement. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y en a assez de faire passer des intérêts cyniques politiciens avant l'intérêt du pays. De la même façon, sur la loi Macron, j'ai appelé dans ma famille politique à la voter parce que je considérais que c'était bon pour les Français. Et c'est pour cela que vous ça, le changement d'attitude. C'est parce que vous faites des choses en parallèle avec le gouvernement actuel. C'est pour ça que vous resterez. Non, enfin, ça me donne en tout cas du crédit. Je le vois quand je rencontre les Français parce qu'ils ont compris que j'essayais d'agir d'abord dans l'intérêt des Français. Donc quand je vais les voir, et que je passe 3 heures sans qu'il y ait nécessairement une caméra de télé, au contraire, parce que je suis plus tranquille pour parler avec eux et passer du temps avec eux, ils comprennent que quand je suis là, c'est pour essayer de changer les choses, pour essayer de bâtir des réformes. Il faut sortir du théâtre d'ombre qu'est la politique. Vous avez été au pouvoir, vous avez été dans le gouvernement de François Fillon entre 2010 et 2012. Vous nous tenez ce discours maintenant que vous êtes dans l'opposition. Est-ce que c'est pas un petit peu facile? Vous avez été dans un gouvernement. Pourquoi à ce moment-là, vous n'avez pas fait valoir cette petite musique? Alors, d'abord, pour ceux qui ont suivi mon action à l'époque, et je vous renvoie par exemple à un texte dont j'avais dit en souriant qu'il avait 2 papas, qui est le texte sur la consommation, que Benoît Hamon a terminé de faire voter, mais que j'avais, moi, entamé. Le groupe UMP à l'époque, c'était pas les Républicains, quand j'étais ministre, me reprochait tous les jours d'accepter trop d'amendements du groupe socialiste. Et notamment sur le logement, j'en avais accepté beaucoup. Parce que je faisais la même chose quand j'étais ministre. Et je vais même vous dire, j'ai commencé, moi, ma vie politique il y a bien longtemps, avec Jacques Chaban-Delmas. J'étais la petite main du cabinet. Et il m'avait appris quelque chose, c'est que pour réformer, il faut additionner. Quand j'ai été conseiller de Nicolas Sarkozy pendant tant d'années, pourquoi croyez-vous que j'ai de si bonnes relations aujourd'hui avec Manuel Valls, avec Didier Migaud ou avec beaucoup d'autres? Mais parce que je veillais quand nous avions des textes, quand il y avait un amendement qui était déposé par l'opposition, si je considérais qu'il allait dans le bon sens, qu'il soit intégré. Alors que le petit jeu habituel des gouvernements, c'est de faire redéposer le même amendement que le socialiste par quelqu'un de votre propre majorité pour empêcher. Alors je ne supporte pas ça. Et là où vous avez raison, c'est que il y a un moment, moi je me suis fait une promesse. Quand j'étais dans la majorité, j'ai été député de la majorité, j'ai été membre du gouvernement, j'ai même été porte-parole de ma famille politique. Je passais mon temps à riposter à des attaques, mais permanentes, de gauche qui bossaient pas à l'époque, et qui n'avaient qu'une idée en tête, détruire ce que faisait Nicolas Sarkozy ou le gouvernement. Et je m'étais fait la promesse que moi, dans l'opposition, je ne ferais pas la même chose. Et ce que je reproche aujourd'hui à ma famille politique, c'est de choisir la facilité, c'est de choisir de détruire matin, midi et soir François Hollande, le gouvernement, au lieu de bosser. Et ce qu'attendent les Français, c'est qu'on bosse. Vous avez un Alain Juppé qui a le vent en poupe, hein, et là, il n'y a pas de discrédit politique sur la personnalité d'Alain Juppé. Il est extrêmement populaire, c'est même l'homme politique le plus populaire. Est-ce que vous pourriez être Juppé compatible? Il a un socle rassembleur. Jean-Pierre Raffarin a dit hier soir qu'il le soutenait parce que c'était une personnalité forte, fiable et fidèle. Bon, alors là, ça devrait vous réconcilier avec la politique. D'abord, j'apprécie beaucoup Alain Juppé. J'ai même, quand j'étais beaucoup plus jeune, travaillé avec Alain Juppé, puisqu'il était secrétaire général du RPR. Et à l'époque, je travaillais sur les relations avec les parlementaires. Donc vous voyez, je le connais bien. J'ai ensuite été dans le même gouvernement que lui et j'apprécie évidemment Alain Juppé. Mais aujourd'hui, si j'ai décidé, moi, d'être candidat, c'est parce que je veux à la fois, je vous l'ai dit, changer cette identité politique et je pense aujourd'hui qu'il faut le faire, mais pour bâtir une France universelle. C'est-à-dire, dans le mot universel, il y a d'abord cette France mondiale que je défends. J'ai passé hier 3 heures avec des ultramarins. Je pense qu'aujourd'hui, on a une carte maîtresse qui est l'outre-mer français, qui sont des porte-avions de la France sur tous les continents du monde. Je pense que depuis 40 ans, la droite comme la gauche n'utilise pas cette carte maîtresse, que ça ne fait pas partie de la stratégie de la France. De la même façon, la France du monde, je suis l'élu des Français, des États-Unis, du Canada. J'ai lancé une grande consultation que d'ailleurs TV5
avait bien voulu relayer. J'avais même fait le débriefing de cette consultation sur TV5. 16 000 personnes qui s'étaient connectées, 550 propositions. 50 que nous avons retenues avec des choses très importantes, la French Tech Overseas. On voit toute cette French Tech française qui a eu un succès magnifique au CIS de Vegas. Il y a encore beaucoup de questions importantes. C'est ça que je veux porter dans cette campagne. Est-ce que vous vous sentez engagé par le programme qui a été annoncé hier par Nicolas Sarkozy? Est-ce que vous vous sentez lié par ce programme? Mais bien sûr que non. Pour une raison d'ailleurs très très simple. C'est que Nicolas Sarkozy, il est dans son rôle, il est président d'un parti politique. De la même façon, les primaires... À quoi servent les partis si vous, de la même façon, si vous faites votre propre programme? Permettez-moi juste d'aller au bout de ma pensée. Vous avez un parti politique qui est les Républicains, auquel j'appartiens. Vous avez un président de ce parti qui essaye de déterminer un socle commun. Bon. Vous avez Jean-Christophe Lagarde, qui est le président de l'UDI. Ils vont se positionner d'ailleurs par rapport à la primaire, et je ne doute pas que Jean-Christophe Lagarde cherchera à déterminer un socle commun. Nicolas Sarkozy ne vous concerne pas? Non, c'est pas qu'il ne me concerne pas, il me concerne comme tous les membres de ma famille politique, mais je suis en train de vous dire que c'est normal que les partis politiques... C'est normal que les partis politiques essayent de bâtir des socles de valeurs et de principes. Encore faut-il d'ailleurs et ça c'est toute la méthode quand je parle de changement d'attitude politique, encore faut-il qu'on le construise avec la France du quotidien, que ça vienne pas d'en haut, avec ensuite, vous savez, moi j'ai l'habitude dans ma famille politique depuis des mois, le bureau politique, c'était une liste avec un vote bloqué sur une liste, il n'y avait pas le choix. Ensuite, le responsable des jeunes, c'était un candidat avec une liste bloquée. Pareil, et à chaque fois qu'il y a des conventions, on nous fait des listes de propositions, puis vous votez par oui ou par non. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut changer les choses. Il faut partir de la réalité du terrain. À propos de vote, soyons très factuels. Justement, partons de la réalité du terrain. Vous êtes crédité d'1% des intentions de vote pour cette primaire. Pour se présenter, il faut avoir recueilli les signatures de 20 parlementaires, de 250 élus répartis sur le territoire et d'au moins 2500 adhérents à jour de cotisation. Est-ce que vous êtes sûr d'y arriver ? D'abord, je m'y emploie avec mes équipes. À chaque fois que je vais à la rencontre des Français, c'est même amusant de voir qu'un certain nombre d'entre eux, qui pourtant, je vous l'ai dit, sont loin des partis politiques, qui veulent s'assurer que je puisse être candidat, qui en ce moment sont en train d'adhérer à ma formation politique. Beaucoup, évidemment, d'élus qui viennent dans un élan, mais avec une petite difficulté matérielle. Et c'est encore, mais ça, c'est des histoires de boutiques, de partis politiques. C'est que, par exemple, sur la question des parrainages, on répond à mes équipes, j'ai d'ailleurs vérifié moi-même, puisque j'ai téléphoné, je ne voulais pas le croire, qu'on ne voudra nous donner les formulaires de parrainage que le 22 avril. Ne me demandez pas pourquoi le 22 avril, je ne sais pas pourquoi. Simplement, au prétexte que tout le monde doit avoir le même formulaire, et que ce formulaire doit être conforme aux règles du Conseil constitutionnel. Moi, j'ai proposé que sur papier blanc, on remplisse toutes les conditions qu'ils veulent, on les fasse valider. Bon. Alors, je pense que ça gêne plus certains candidats que d'autres. Vous vous sentez gêné par les instances du parti qui organisent cette primaire aujourd'hui? Vous pensez que c'est des manœuvres ou c'est des choses... Non, mais après, je vous laisse la force de vos mots. Mais vous savez, mais je ne le sais pas plus que vous. Est-ce que vous vous sentez gêné? C'est une question. Je vois avec surprise qu'on me parle de cette date du 22 avril. Je ne sais pas pourquoi cette date du 22 avril. Et en même temps, je vais vous dire, tout ça, c'est le cadet de mes soucis. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir l'élan aujourd'hui que suscite cette campagne que je mène au quotidien, sur le terrain, avec les Français. Et c'est ça qui m'importe. Et aujourd'hui, cet élan, je le pense, va créer une envie différente. Alors, justement, d'un projet différent et d'une attitude différente. Vous êtes député des Français de l'étranger. Vous les voyez, vous voyagez, vous allez donc en Amérique du Nord et au Canada. Est-ce qu'ils sont concernés par cette primaire? Est-ce qu'ils vous en parlent? Parce que ça peut apparaître à des années-lumière. Alors d'abord, ils sont concernés pour une raison très simple que vous allez comprendre. Est-ce qu'ils se mobiliseront pour la primaire? Est-ce que c'est un réservoir de vote possible? Mais bien sûr, pour une raison très simple, c'est qu'ils considèrent, à juste titre, que les partis politiques classiques, les gouvernements de droite, de gauche depuis des années, ne prennent pas en compte cette France du monde. Et ces Français, vous savez, je dis ça d'ailleurs, j'ai été de temps en temps titillé par le petit journal parce que je répétais cette phrase, mais je vais la dire une nouvelle fois parce que je le pense. C'est que quand on est loin de la France, on l'aime plus encore.
l'éloignement est un exhausteur d'amour. Donc cette France, ils l'aiment. Cette France, ils veulent participer à sa construction. Ils sont pour certains d'entre eux d'ailleurs, ils ont la double nationalité pour certains d'entre eux, mais ce sont des Français à part entière. Cette France, c'est la France. Et donc aujourd'hui, je veux mettre cette France au cœur de la campagne et de la stratégie de notre pays, parce que je crois à une France mondiale. Oui, mais alors la France est d'abord dans l'Europe. Que pensez-vous là justement de la crise migratoire qui ébranle sacrément l'Europe? Mais je pense que l'Europe... De Manuel Valls qui a dit qu'on ne pouvait plus accueillir de réfugiés. L'Europe est affligeante. Vous voulez que je vous dise ce que je pense? L'Europe est affligeante. Moi, j'ai écrit dans un livre qui s'appelle Le mieux est l'ami du bien, il y a 6 ans, sur la question de la protection des frontières de l'Europe. Qu'il fallait que l'Europe mutualise ses efforts, qu'on crée une police des frontières avec des gardes-côtes au pourtour de l'Europe. J'ai proposé qu'on fasse, à l'image d'ailleurs de ce que font les Américains au Canada, puisqu'ils ont des hotspots au Canada, où ce sont eux qui contrôlent avant que les gens rentrent aux États-Unis, donc sur le territoire du pays qui est leur voisin. J'ai proposé la même chose. Je l'ai proposé en Libye. On a ri en disant, regardez la situation de la Libye. Voilà un sujet qui est en train d'évoluer d'ailleurs, vous l'avez vu depuis quelques heures, qui est un sujet absolument majeur, qui est un sujet sur lequel d'ailleurs je voudrais, si vous me permettez de dire un mot. Je suis désolé. Non, juste un mot parce que c'est majeur. C'est notre avenir, c'est Daesh. Depuis des mois, avec Le Drian que je soutiens, je réclame que la diplomatie française, j'espère que le changement de ministre va changer les choses, que la diplomatie française œuvre à l'unicité entre le gouvernement de Tobrouk, qui est celui reconnu par la communauté internationale, le gouvernement de Tripoli en Libye. C'est majeur. On est à quelques centaines de kilomètres des côtes de la France. C'est notre sécurité. On doit changer notre diplomatie sur cette question. Merci d'avoir été l'invité de cette matinale d'Info ce matin. Vous êtes député Les Républicains des Français de l'étranger et candidat à la primaire de la droite et du centre. Et pour analyser vos propos et l'actualité, on retrouve les éditorialistes de la presse quotidienne régionale dans un instant. En fait, nous avons un seul analyste de la presse quotidienne régionale aujourd'hui sur ce plateau, c'est Guillaume Doyen, qui est rédacteur en chef du Parisien et de ses éditions locales. Et nous avons convié notre partenaire de TV5 Monde, Slimane Zeguidour, qui, lui, arrive de San Francisco. Donc ça tombe bien, c'est la circonscription électorale, entre autres, de Frédéric Lefebvre. On démarre par ce que nous a dit Frédéric Lefebvre sur sa candidature aux primaires de l'opposition et du centre, puisque de la droite et du centre, puisqu'il a dit « Je ne suis candidat contre personne, je suis candidat pour proposer des choses ». Ça vous a paru nouveau, ça, Guillaume Doyen ? Alors, pour le personnage Lefebvre, oui, c'est une petite musique qui déroule depuis quelques semaines maintenant. L'homme qui propose des idées neuves, qui n'est contre personne, l'outsider qui joue la carte du renouveau, voilà. Ça peut marcher Ça peut marcher, oui, parce qu'il de toute façon, il est obligé de jouer... Je vous rappelle qu'il est crédité d'1% ou de moins d'1%. Oui, raison de plus pour jouer une partition qui n'est pas spécialement neuve, ancienne, pardon, hein, de jouer le renouveau, quoi. Alors, Jean-François Copé, candidat, Jean-Pierre Raffarin soutient Alain Juppé. Ils sont aujourd'hui 7, rappelez Véronique Jacquier à être candidat, et on en attend d'autres. Hier, c'était des rangs clairsemés, hein, on ne va pas se cacher, qui écoutait Nicolas Sarkozy. C'est compliqué pour Nicolas Sarkozy, il a perdu la main. Je ne sais pas s'il a perdu la main, mais disons, il avait un bagou, une force, un coffre, comme on dit dans le sud de la France pour les hommes politiques, et qui a un peu pris du plomb dans l'aile. Mais ça fait partie des risques du métier. Vous le retrouvez plus, le Nicolas Sarkozy que vous avez connu, Guillaume Doyen ? Vous l'avez regardé hier ? Ce qui me paraît vraiment important, c'est que ce que perd Nicolas Sarkozy, c'est ce que la primaire va gagner en intensité. Les jeux ne sont pas faits. Et je pense que le parti des Républicains, le centre droit, va gagner beaucoup dans cette affaire-là. C'est-à-dire celui qui sortira vainqueur de cette bataille aura une légitimité. Voilà, c'est pas le patron. C'est plutôt Juppé ? Aujourd'hui, en tout cas, c'est lui. Vraiment, alors franchement, celui qui est haut dans les sondages avant que démarre une campagne, c'est pas toujours le vainqueur. Donc on verra bien, mais cela dit, ça va donner une belle bataille. Slimane Zeguidour, donc de TV5 Monde, de votre point de vue, comment est perçue cette primaire par les Français de l'étranger, justement ? Vous arrivez de San Francisco, hein, vous y étiez hier. Oui, justement, j'étais à San Francisco.
À Palo Alto et Il s'y à Los intéresse ou pas? Angeles. Il s'y Mais, intéresse et comment? J'ai été hébergé par une famille française de Palo Alto et nous regardions régulièrement les informations et donc toute la vie politique nationale. Hein? Et j'ai entendu la même réflexion chez plusieurs Français, c'est qu'ils trouvent que nos débats, nos enjeux sont trop provinciaux par rapport à un pays comme la France. Car, vu de l'étranger et même des États-Unis, la France est un pays qui vaut et qui pèse plus que la France. Monsieur le député disait tout à l'heure qu'il y a une France d'outre-mer et universelle. C'est vrai que nous avons un territoire qui est géographiquement, le soleil ne se couche jamais sur le territoire français. Car quand il se lève à Nouméa, il se couche en Guyane. Il disait plus que ça, Frédéric Lefebvre, tout à l'heure dans notre matinale d'info. Il disait, au fond, c'est la grande force de la France. Ça sera les Outre-mer. Ça sera. Il a eu d'ailleurs, il était très proactif là-dessus. Il a dit, je me suis même déclaré à la primaire chez nos confrères de François pour ça. Oui, non, mais là-dessus, il a été assez bon. Bon, il a convaincant. Oui, il est convaincant. Là, il me paraît totalement sincère. Il laboure bien son territoire, qui est vaste, et il en tire, à mon avis, sincèrement, une expérience assez riche de ce qu'il voit aux États-Unis et au Canada. C'est vrai que les enjeux sont internationaux. C'est une semaine d'incertitude économique. On a appris que le Japon était en repli économique, une croissance très modeste en 2015. La Chine souffre. Tous ces débats vont compter, peser dans la vie politique française. Et au fond, on en parle peu de ça, Guillaume Doyen. Non, on en parle peu. C'est peut-être aussi la faute des journalistes pour partie. Ils vont s'imposer assez rapidement. La question de la sortie de la Grande-Bretagne va s'imposer rapidement. Oui. La question des réfugiés revient sur le tapis et va s'imposer rapidement. Il y a un tas de questions qui vont s'imposer. Voilà, on va sortir du petit jeu. Alors, il y a un sujet qui doit les passionner forcément. Slimane Zeguidour, c'est la binationalité. Ça doit les concerner, ça, les Français de l'étranger. Ils vous en parlent de ce débat dans l'Hexagone ? Énormément. Et dans les réseaux sociaux d'ailleurs de la communauté française et des États-Unis, on ne parle que de ça. Pensez que rien qu'à San Francisco, il y a 50 000 Français inscrits dans les consulats. Mais il y en a en fait beaucoup plus. La plupart sont mariés à des étrangers et donc ont normalement la double nationalité. Mais ce qu'ils ne comprennent pas dans la notion de double nationalité que nous devons ici comprendre, c'est qu'ils n'ont pas peur un jour d'être déchus de la nationalité française, car évidemment, ils ne seront jamais terroristes. Ce qui les préoccupe, ce qui les turlupine dans cette question de la binationalité, c'est que si ça rentre dans la Constitution, le fait d'être binational va être une catégorie en soi. C'est-à-dire qu'il y aura le français et le binational. C'est-à-dire que la Constitution elle-même va fabriquer deux catégories de Français. C'est cela qui les préoccupe. Alors, ils sont souvent performants, ces Français de l'étranger, puisque j'ai retenu un chiffre. 6% des expatriés sont patrons d'une entreprise de plus de 10 salariés. Ça représente 1 million de salariés à l'étranger. Alors, on ne peut pas comparer, puisque souvent, ils emploient des gens localement. Mais tout de même, ce sont des créateurs d'emplois, ça, Guillaume Doyen. Oui, vous savez, on dit que la France exporte de plus en plus de cadres, de jeunes cadres. Et apparemment, c'en serait la preuve. Donc l'attractivité de l'étranger, ou du moins la perte d'intérêt de la France pour les jeunes diplômés, semblerait se manifester de cette façon. Ce sont des entrepreneurs, la plupart, leur profil ? Ah oui, non seulement des entrepreneurs, mais souvent dans des domaines qui mettent en avant le savoir-faire français, la tradition française. Et je peux vous dire que l'image qu'ils donnent de la France est beaucoup plus gratifiante que celle que reflètent parfois nos débats nationaux. C'est une bonne conclusion, puisque c'est ce que nous disait Frédéric Lefebvre ce matin sur ce plateau, qui était notre invité. On va regarder la une du Parisien, là, décrire quand même, et à la fois pour nos amis de la radio, Guillaume Doyen. Alors c'est une une parisienne. Ouais, Hidalgo veut redécouper Paris, avec une jolie photo pour nos amis de la radio d'un ciel bleu et non pas gris. Voilà, notamment les 4 premiers arrondissements qui n'en feraient plus qu'un. Et en dessous, une photo du footballeur du PSG, Aurier, qui est allé... Un petit mot là-dessus. Ouais. Oui, il se met hors jeu lui-même. Il s'est mis hors jeu. Il est allé assez loin dans ses déclarations sur son entraîneur et ses coéquipiers. Ouais. Voilà. Ça fait le buzz, comme on dit ça. Ah, ça oui.
Plus que la primaire. Plus que la primaire. Merci Guillaume Doyen. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef des éditions locales du Parisien. Merci infiniment d'être venu. Vous aussi, pour la première fois sur ce plateau, vous représentiez TV Saint-Ponde, Slimane Zeguidour. À bientôt. Merci à tous. On se retrouve demain pour une nouvelle matinale d'infos de Public Sénat et de Sud Radio. Bonne journée.